C'est l'heure du sonneur. Comment mieux finir l'année qu'avec mes deux amis Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce 31 et ces quelques dernières heures avant de passer la nouvelle année. Merci beaucoup d'être là avec nous. Régis, je crois en plus que pour vous c'est très particulier. Vous êtes très loin et donc vous allez très bientôt passer là le réveillon finalement, passer dans la nouvelle année. Non, il y a 3 heures de décalage. Ah oui, 3 ça heures va. de plus. Oui. Oui, ça va. Je suis à l'île de la Réunion, ce qui... c'est un gros changement. D'abord, c'est loin, c'est 10 000 bornes quand même. Hein. Et puis, c'est la chaleur. Il fait chaud parce qu'il fait très humide. Il fait plutôt moins chaud qu'en Provence quand il y a le cagnard, mais là, c'est humide et tout. Bon, et vous savez, quand on a un très, très, très léger surpoids, on paye cash. Oui, alors c'est amusant. Parce qu'on a toujours avec Régis, il faut le savoir, avant même que l'émission ne commence, un petit tour d'horizon des oiseaux autour de sa maison, de la chaleur, de la température. Donc voilà, maintenant on sait qu'il fait chaud aussi là où vous êtes. Alexandre Langlois, vous êtes peut-être pas au soleil, vous? Je suis en Bretagne, il fait toujours beau en Bretagne. Oui, au moins dans le cœur. Voilà. C'est ça, exactement. Bon, merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous pour faire le grand bilan de cette année 2024. Ce ne sera pas que police-justice, c'est évidemment le premier bilan, c'est ce nouveau gouvernement, cette succession de gouvernements. Je vous propose d'écouter la passation de pouvoir Attal Barnier, puis Barnier-Bayrou, le 13 décembre dernier. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Enfin, les enseignements, même si ça n'a duré que 8 mois, que l'on apprend quand on est Premier ministre. Voilà, bon, ça c'était une petite pique de Michel Barnier à Gabriel Attal. Et puis, hop, dans l'autre côté, Bayrou à Barnier, on écoute. Il se trouve que, comme tout le monde l'a noté, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la naissance d'Henri IV. Comme vous savez, c'est un ami pour moi. C'est un des seuls amis que j'ai eu toute ma vie et un des seuls qui m'ait vraiment donné un coup de main. Je lui ai consacré beaucoup de livres et c'est une figure très importante. Il a fondé sa rencontre avec la France dans des temps aussi difficiles et plus difficiles que ceux que nous vivons aujourd'hui. Il a fondé cette rencontre sur la nécessité de sortir des guerres stupides ou des guerres secondaires pour se retrouver sur l'essentiel qui est l'avenir du pays. Si je peux, à mon tour, j'essaierai de servir cette réconciliation nécessaire. Et je pense que c'est là le seul chemin possible vers le succès. Merci de votre présence et de votre amitié. Ce qui est à noter déjà, en fait, finalement, le point commun entre ces différents premiers ministres, c'est l'humilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. La nécessité déjà, son grand ami Henri IV, la nécessité de sortir des guerres stupides, sous-entendu les guerres que desquelles vous n'avez pas su sortir, vous, Michel Barnier. Bon, voilà, pour commencer la nouvelle ère Bayrou et pour terminer cette année 2024, Alexandre Langlois, ça vous faisait réagir particulièrement? Oui, moi j'avais mis ça dans les petits trucs rigolos, parce qu'effectivement, le premier passage, Michel Barnier tacle Gabriel Attal, qui lui dit 8 mois, c'est pas beaucoup. Et puis il y a la petite musique, 3 mois plus tard. Voilà. Et bim, dehors aussi. Donc c'est rigolo. Voilà. Après, c'est catastrophique pour le pays et pour nous tous. Mais pour nous, il y a un petit truc rigolo. Et puis après, effectivement, je trouve que Bayrou a encore plus le melon que Michel Barnier, qui faisait ça avec tact et délicatesse, j'allais dire. Et derrière, du coup, Henri IV, en plus, c'est son seul ami. Quand on connaît Henri IV derrière, donc, il a été fabriqué en mythe national comme fondateur de réconciliation des guerres de religion, ce qui est vrai, mais il était prêt à sacrifier tout pour pouvoir justement accéder au trône. La deuxième chose, c'est quand il parle des guerres inutiles, ce qui est amusant, c'est que juste qu'avant que Henri IV se fasse assassiner, il était prêt à déclarer une guerre avec la Hollande pour aller récupérer une de ses maîtresses qui s'était enfuie. Donc autant dire qu'au niveau des guerres inutiles, Henri IV, voilà, un sacré coureur de jupons également. Ceci dit,
très bon modèle par rapport à toute la clique au gouvernement qu'on a sur les mœurs sexuelles assez libérées. Donc Henri IV, vert galant, ça colle parfaitement, je veux dire. J'avais fait un petit truc rigolo, c'était Henri III et ses mignons, juste avant, et Henri IV, le vert galant et cette tonne de maîtresse. Voilà. Donc en fait, on est sur une période complètement... oui, enfin, ils sont dans l'air du temps, effectivement, Henri IV. Donc Henri IV, qui n'était pas forcément le plus grand roi de France, qui a bénéficié de la réconciliation. Mais derrière ça, ce qui veut dire, c'est que pour François Bayrou, on est dans un état très grave. C'est-à-dire qu'on n'est plus à Gérard Collomb qui disait les gens vont bientôt être plus côte à côte mais face à face. Et pour lui, on y est déjà. Parce que les guerres de religion, c'est plusieurs milliers de morts en quelques courts temps, des Français contre des Français avec des intérêts politiques derrière qui n'avaient absolument rien à voir avec la religion, bien évidemment. Mais derrière, ça veut dire que pour lui, on est dans cet état-là. S'il pense qu'on est déjà dans cet état-là, c'est catastrophique. Et guerre contre qui, parce qu'on a divisé les Français. Mais une fois de plus, il n'a pas nommé les divisions. C'est-à-dire qu'il a dit on est selon lui en guerre civile, il veut se prendre pour Henri IV. Bon, on lui souhaite une meilleure fin qu'un assassinat. Et du coup, voilà. Donc, en fait, effectivement, c'est pas très encourageant pour la suite, surtout quand on connaît le gouvernement qu'il a nommé de fond de tiroir juste après. Alors, Régis de Castelnau, d'abord, oui, petit point sur ces passations, sur le gouvernement plus généralement. Non, mais c'est terrible. C'est terrible de voir l'image de notre pauvre pays avec ces deux vieilles carnes qu'on sort du placard. Pire que ça, on les sort de la glace. J'ai les qualifiés d'hibernatus. Et quand je dis vieille carne, je sais de quoi je parle. Ils ont mon âge, Clémence. Donc, c'est un peu triste. Surtout que je pense que Barnier est moins mégalomaniaque, sans scrupules que Bayrou. Bayrou est un triste individu, mais voilà, il s'est imposé à Emmanuel Macron. Il parle de... C'est intéressant, parce que quand il parle d'Henri IV, donc c'est quasiment lui, Henri IV, hein, puisqu'il a écrit beaucoup de livres, il en parle beaucoup, parce que c'est un Béarnais comme lui, paraît-il, et il a cette phrase qui a mis fin à des guerres inutiles. Ça n'était pas des guerres inutiles. Il faudrait qu'il révise un peu son rapport à l'histoire. Je ne dis pas que c'était bien qu'il y ait eu ces guerres. Oh là là, mon Dieu, hein, elles ont été absolument atroces, mais ce qui était en jeu, c'était la construction de notre pays. Ça s'est d'ailleurs prolongé avec Richelieu et la prise de La Rochelle, la révocation de l'édit de Nantes, faut pas l'oublier. Donc tout ça, c'est l'histoire. Moi, je prends tout, hein, comme disait, je crois que c'est Clémenceau ou Jaurès qui disait, moi je prends tout. Non, Clémenceau. Je prends tout à propos de la Révolution française, mais voilà quoi. Donc on va piocher comme ça pour essayer de se donner une stature qu'on n'a pas. Tout ça est très triste. Pour le niveau de notre pays. Mais c'est le signe de ce que représente cette année 2024. C'est l'année de l'effondrement. C'est l'année de l'effondrement de la France, mais pas seulement. Quand on voit ce qui se passe en Allemagne, quand on voit ce qui se passe dans l'Union européenne, les conflits, quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, l'Occident n'est pas en très grande forme et la France, qui était un des pays importants, on est membre du G7, donne une image internationale complètement calamiteuse, quoi. Tout ça, c'est ces deux passations avec le zigoto Attal qui fait le malin, qu'on annonce comme présidentiable en 2027. On en est là. Bonsoir. Et d'ailleurs, ça me fait réagir parce que tout à l'heure, vous parliez des mœurs d'Henri IV. Et en fait, il se trouve qu'il y a quand même Le Monde qui sort une série d'articles en ce moment sur les mœurs qu'on peut avoir dans notre gouvernement. Et notamment cette petite expression qu'utiliserait Emmanuel Macron pour parler de Matignon, et notamment avec Gabriel Attal, la cage aux folles. Et ça, c'est vrai qu'on se dit maintenant, ça devient quelque chose d'officiel. Le Monde en parle. Le Monde, l'article, le journal, je veux dire, mais Le Monde, plus généralement, Le Monde. Et c'est pareil, pour un bilan de l'année 2024, c'est assez terrible. Hein. Clémence, je vous interromps. Qui est-ce qui en parle? Ce sont les ministres eux-mêmes. Bah oui. Première chose qu'on fait, c'est son coming out, M. Kasbarian. Ah, je suis homo. Madame Castex, elle n'a jamais été Premier ministre, mais elle espérait bien le devenir. Première chose qu'elle nous dit, je suis homosexuel. Madame Borne, je suis homo. Il paraît que c'est pas vrai, j'en sais rien. Personnellement, je m'en fous complètement. Oui. Mais, je veux dire, c'est une situation tout à fait extraordinaire. Alors, Le Monde, ça fait un moment qu'ils en parlent, ma chère Clémence. Le livre Ritchie sur le lobby gay, c'est Raphaël Baquet, qui est une grande journaliste du Monde. Grand reporter, oui, tout à fait. Très renseigné d'ailleurs. Alexandre Langlois à ce sujet, oui.
Une petite box. Donc, on serait plutôt dans l'époque Henri III, du coup, avec ses mignons. Voilà. Ouais, c'est Donc, ça. finalement, Bayrou est en avance sur son temps avec son Henri IV. La deuxième chose, c'est qu'il y a une petite différence que je ferai sur effectivement, l'évocation de ses mœurs sexuelles personnelles. C'est que Lucie Castet, c'était au cours d'une interview, elle a dit je suis mariée avec telle personne, mais c'était pas une mise en scène comme Casbarian, comme notre ami Dussopt, Ah qui oui, se sont mis en scène en disant en espérant avoir la carte Joker, vous pouvez plus me critiquer sous peine d'homophobie. Voilà, terminé c'était exactement l'histoire. la même chose, Alexandre, avec Ah, Castet. ou alors en Exactement. tout cas plus subtil. C'est la nuance entre Barnier et Bayrou. Mais j'ai trouvé ça plus subtil que Casbarian, qui a été le plus grossier dans Ah sa ouais. Oh démonstration, là qui là. appelle les journalistes chez lui en disant voilà, je vous montre mon intérieur, je vous montre comment je vis. Voilà, donc c'était pas exactement la même chose. Et les autres choses aussi, oui, vas-y, Michel. Alexandre, je rappelle que Attal, Premier ministre, arrive à l'Assemblée et dit c'est formidable que je sois Premier ministre, discours de politique générale, hein, je suis homosexuel. Oui. C'est la première fois dans l'histoire, mais on t'a pas sonné, quoi. C'est vrai. Et après, il ouvre le petit, je sais plus quel Bioté ministère. était homosexuel, il a été ministre de la Défense pendant la Première Guerre mondiale, ministre de la Guerre d'ailleurs, ça s'appelait comme ça. Et puis, on a emmerdé personne avec ça. Oui, la différence, c'est qu'on le met en avant et que ce serait peut-être même un argument, on va dire, de vente ou de recrutement. Oui. Quand les gens sont creux, c'est-à-dire que quand on a vu Gabriel Attal arriver, on a dit il est jeune. Bon, voilà, et alors, qu'est-ce qu'il a comme compétences? Pourquoi il est jeune? C'est le plus jeune Premier ministre. Bon, après, Macron s'est rattrapé, il a fait une moyenne, il a pris le plus vieux Premier ministre. Puis après, il en a pris un tout petit peu plus jeune de 3 mois. Oui. Voilà, comme ça, la moyenne, on est bon. Et donc, on se retrouve un peu comme en ex-URSS, avec une gérotocratie de vieux qui dirigent le pays et qui sont là comme des papis gâteux. Mais malheureusement, on va en subir les Et conséquences surtout qu'ils n'ont derrière. pas fait leurs preuves. Oui, mais Je veux dire, on prendrait Alexandre. on prendrait des vieux généraux, général de Gaulle. Hein, ce serait différent. Là, le problème, c'est qu'on reprend ceux qui n'ont déjà pas fait leurs preuves avant. Oui, c'est vrai. Alors, en Union soviétique, mon cher Alexandre, ça présentait un avantage, c'est que les gars accédaient au pouvoir, ils devenaient secrétaire général, c'était le patron, et il durait 8-9 mois parce qu'il claquait juste derrière, parce que la biologie faisait son travail, et il mourait de vieillesse. Donc les mandats étaient assez courts, c'était bien, hein. Il y avait une alternance d'un certain point de vue. Je plaisante. Ouais. Alors, est-ce que vous avez quand même des petits mots à dire sur différents membres du gouvernement? On a quand même vu le grand retour de Manuel Valls. Est-ce que vous souhaitez commenter le retour de Manuel Valls, par exemple, le retour d'Elisabeth Borne aussi? Je suis sûr que ça vous fait très plaisir, ça, Alexandre Langlois. Le Manuel Valls, ça m'a fait rire parce que du coup, en fait, à chaque fois qu'il y avait un gouvernement dans le monde, il y avait plein de petits tweets, de petits trucs sur Facebook, sur les réseaux sociaux avec marqué Manuel Valls t'attend à poste. Oui, c'est ça. Voilà. Du coup, on n'aura plus ces petits trucs d'humour. Donc, ils l'ont casé à l'outre-mer. Bon, très bien, il fallait lui donner un poste. Je ne sais pas ce que représente cette personne au final parce qu'il perd ses élections. Ou alors, si. Il a quand même Outre-mer et ministre d'État, quand même. Hein. Ah bah, quand même, c'est pas n'importe qui, c'est Manuel Valls quand même, Mm. qui est quand même avait rappelé qu'il avait juré fidélité à Israël, donc du coup peut-être un gage de fidélité à Netanyahou, à voir de ce côté-là. Et la deuxième chose, je rappelle que c'est un député qui avait fait une jurisprudence parce qu'il avait été élu à un moment avec une suspicion de fraude quand il avait été élu député face à un député LFI ou je sais LFI, oui. Et le Conseil, celui qui vérifie les élections, je ne sais plus si c'est le Conseil d'État, la Cour. Constitutionnel. Merci Régis, je savais que j'avais la justice avec moi, et du coup a dit oui, il y a peut-être fraude, mais comme c'est une fraude minime, c'est pas grave. Donc ça veut dire que Manuel Valls avait été élu en disant oui, il y a peut-être une fraude, mais comme c'est quelques centaines de bulletins qui ont été fraudés, c'est pas grave. Donc ce qui veut dire qu'en République, où on doit être irréprochable, où le scrutin doit être sincère, le Conseil constitutionnel a dit oui, la fraude est possible si c'est en petite quantité. Donc moi, ça m'avait extrêmement choqué à l'époque. Et Manuel Valls avait été content, bien sûr, d'être élu, même en ayant fraudé. Le plus important ayant été d'être élu. Et celui que j'aime beaucoup dans ce gouvernement, qui a une nouvelle place, Retailleau, je parle rapidement, il n'a rien fait, il va continuer de brasser du vent, mais c'est le retour de Gérald Darmanin. Bah oui. Un signal fort dans toutes les violences faites aux femmes, les violences faites aux femmes par des politiques, les agressions sexuelles, un signal fort envoyé. Je rappelle que quand il avait pris ses fonctions de ministre de l'Intérieur, il y a eu des féministes qui ont défilé devant Place Beauvau. La presse étrangère, la BBC, donc attention, on ne parle pas non plus de complotisme étranger, avait titré Emmanuel Macron protège son ministre de l'Intérieur accusé de viol. Donc, autant dire, on avait fait quelque chose d'incroyable. Et maintenant, ministre de la Justice. Alors, je crois qu'on atteint le pompon. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui est vraiment
Pas qu'il va inféoder tout le monde, en fait. Quand Macron a dit les procureurs vont être à mes ordres, je pense qu'ils vont filer droit avec Gérald Darmanin. Ça va être la courroie de transmission illico. Il est prêt à tout. Donc voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent des délogements parmi mesdames, n'hésitez pas à appeler le nouveau ministre de la Justice. Hein, il est en place, c'est possible. D'ailleurs, on a vu la droite bon ton, on va dire, JDD et autres, saluer ce duo, le retour d'un vrai duo choc, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin. Ça vous fait rire, en fait, Régis de Castelnau? Alors, on va d'abord dire 2 secondes du mal de Manuel Valls, qui est un personnage assez abject quand même. Bah oui. Il a tout trahi. Moi, je l'ai connu. Je l'ai connu quand il était jeune à Argenteuil. Après, il avait obtenu de Jospin une circonscription de parachutage. C'était la circonscription de Robert Rue. Il fallait protéger Robert Rue. Ça se voyait, d'une ambition folle, sans aucun principe, sans aucun scrupule. Je rappelle quand même qu'en 2017, il signe un engagement en disant qu'il n'est pas premier à la primaire socialiste, il se retire et il s'est pas retiré. Non, pardon, c'est pas. Non, il se retire, bien sûr, puisqu'il est battu, mais il soutient le candidat qui a gagné la primaire socialiste. Et puis non, il soutient Macron. C'est-à-dire qu'il ment. Il est parti en Espagne, il a menti, il a trahi tout le monde, il a été condamné pour fraude électorale, mon cher Alexandre. Ce type est. Tous les sondages le démontrent, il est vomi par une énorme majorité du pays, mais on le recycle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le couple infernal, je pense que c'était la dernière des choses à faire. Alors, attendez, avant d'arriver sur le couple infernal, puisqu'on en était à dire du mal de Manuel Valls, restons un peu encore le pauvre sur lui 2 minutes avant de passer la nouvelle année. Et écoutons quand même un auditeur de France Inter qui l'a rhabillé pour l'année, je pense. On l'écoute. Noël, bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue puisqu'il y a, vous le savez, un filtrage au standard de France Inter. Bah oui, il y a un filtrage au standard de France Inter, évidemment. Normalement, on n'a pas le droit d'entendre ce genre de questions un peu brutes. Oui. J'ai dit la même chose que Jean-Noël, je crois, il s'appelle comme ça. Oui. Mais je n'ai pas dit que c'était un étron. Je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit. Oui. Moi, je suis resté dans les limites raisonnables. Exactement. Alors, voilà, ça c'était pour fermer la parenthèse. Allez-y. Non, sur Manuel Valls, sur le couple infernal. Attends 30 secondes, si on fait venir la parenthèse sur Valls, j'ai encore 2-3 petites anecdotes, parce que quand on le terminer, j'ai des collègues qui avaient travaillé à Argenteuil, quand il était à Argenteuil. Et du coup, il fallait contrôler tel kebab, mais pas celui-là. Parce que dans tel endroit, les gens avaient dit, écoute-moi, si tu contrôles celui d'à côté, mon concurrent, je te promets que tous ces gens-là vont voter pour toi. J'ai toute la liste des gens qui ont une carte électorale, qui sont prêts à voter. Et donc, il y avait des contrôles en fonction des arrangements de la mairie. Voilà, donc ça, c'était avec Manuel Valls qui était là-bas et qui était en poste sur ce truc-là. Et la deuxième chose qui était amusante, c'était pour montrer l'efficacité des forces de police. C'était au moment où Manuel Valls était Premier ministre. Et c'était un moment où il y avait une nuit debout, où il y a eu des débordements. Alors, je raconte cette anecdote parce que cette anecdote me marque particulièrement. Il y avait les services de renseignement français qui avaient fait une note avec des gens d'une classée à l'extrême gauche, même si ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, qui venaient mettre le bazar à nuit debout. Une compagnie de CRS était sur leur passage, parce qu'il y avait eu des manifestations l'après-midi. Les ordres sont donnés à la compagnie de CRS de se dégager pour les laisser passer arriver à nuit debout. Ils arrivent à nuit debout, place de la République, ils mettent le bazar, ils engrainent quelques personnes, ils vont dégrader un commissariat de quartier. Toujours aucune réaction, alors qu'il y a tous les dispositifs de maintien de l'ordre d'une manifestation de l'après-midi qui étaient sur place. Ensuite, ces joyeux lurons décident de dire, tiens, il y a Manuel Valls qui habite dans le quartier, on va aller prendre l'apéro chez lui. Du coup, là, en 30 minutes, 30 interpellations, mouvements dispersés, rue barricadée. Sachant que Manuel Valls n'était même pas chez lui, il était je ne sais plus où, par vent et par beau. Ce qui veut dire qu'on a des gens qui sont capables de défendre leurs propres intérêts, mais pas des gens qui sont réunis pacifiquement place de la République, même pas capables de défendre les dégradations d'un commissariat. Par contre, quand c'est chez eux,
Là, tout d'un coup, ils mobilisent les moyens de l'État, ils sont capables de les faire réagir rapidement. Donc, c'était pour montrer le personnage jusqu'au bout. Alors Voilà. attendez, non, parce que si on monte le personnage jusqu'au bout, il y a quand même une question. On va pas, on remet juste cette information-là et on ne peut pas en savoir beaucoup plus. Mais il y avait évidemment l'affaire du Bataclan. Et à ce moment-là, Manuel Valls avait 26 gendarmes qui surveillaient son domicile, qui ont fait, d'après certaines informations et certains avocats qui l'ont évoqué, irruption au Bataclan. Ils avaient des FAMAS, ils étaient prêts à intervenir. Et disent-ils, ils ont reçu l'ordre de sortir du Bataclan, de cesser d'intervenir. Et le GIGN sur place a aussi reçu l'ordre de ne pas intervenir, un ordre qui viendrait, je mets bien le conditionnel, de Manuel Valls. Donc on est quand même là sur des questions qui sont gravissimes. Là, on n'est même pas, c'est même pas de l'ordre de considération d'ordre privé. C'est très, très grave. Même si on va plus loin sur le temps de Manuel Valls, là, par contre, c'est prouvé, c'est qu'il y avait le directeur adjoint du renseignement parisien qui avait détourné des fonds qui devaient servir à la lutte antiterrorisme avant le Bataclan, dont une partie qui devait servir à surveiller certaines cellules qui ont participé au Bataclan. Mais du coup, comme il n'arrivait pas à payer les traites de son château en province, c'est pour ça qu'il a détourné l'argent. Et ce commissaire n'a pas eu de problème par la suite. Il a juste eu un poste fictif pendant 2 ans, le temps qu'on lui trouve un logement de fonction. Et sur Manuel Valls également, il était dans, je ne sais plus quelle circonscription d'Essonne où il habitait. À un moment, la priorité, ça avait été, il devait se déplacer. Et les patrouilles du secteur avaient été appelées, c'est-à-dire que des endroits avaient été retrouvés sans patrouille 17, c'est-à-dire qu'on appelait le standard, il n'y avait personne, parce que les policiers étaient mobilisés à la sécurité du domicile de M. Valls ou à son déplacement, je veux dire, impromptu. Et du coup, il avait, pour ça, pas hésité à déshabiller la sécurité de tous les Français de 2 circonscriptions. Oui. Ça prouve quand même que ce sont non seulement des hommes qui ne sont pas appréciés, vous l'avez rappelé, Régis, par les sondages, etc., et puis par les élections où ils font des cartons nuls, mais en plus il y a de véritables questions derrière, de fond, et de questions juridiques, et plus grave encore, de sécurité, qu'il faudra régler de toute façon un jour. Régis, on revient quand même au couple infernal. Alors, avant, je voudrais dire un petit mot de Madame Borne, parce que je viens de la voir sur une vidéo. Madame Borne, on va rappeler quand même c'est elle qui perd les élections législatives. Elle est Premier ministre, elle conduit la majorité. Elle se fait écrabouiller. Et elle est sauvée par Jean-Luc Mélenchon, avec son NFP. Surtout, attention, Marine Le Pen mange les petits-enfants, il faut voter Borne. Et Borne a été élu, et Darmanin, sinon il ne l'aurait pas été. Bien. Elle se retrouve ministre, et puis bon, il n'y a pas de problème. Elle continue à parader, arrogante, etc. Bon. Et là, on est à Mayotte, il y a Bayrou qui est en train de parler et il parle des victimes et il dit les morts, les disparus. Alors on va passer l'extrait pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. On va passer l'extrait. Oui, non mais c'est incroyable, mais elle se rend compte alors de ça, rien. C'est en ce moment, à Mayotte, on regarde ça, on regarde l'extrait. J'ai même parlé de dizaines, parce que l'estimation qui est faite aujourd'hui, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est 39 victimes constatées. Tout le monde sait qu'il y en a évidemment d'autres qu'on pourra dénombrer par la suite, mais je considère, pas moi seulement, parce que c'est pas moi qui fais les estimations tout seul, je considère que les annonces de milliers de victimes, et même parfois de dizaines de milliers, puisque ce bruit a couru, je pense que ces annonces ne sont pas la réalité. Voilà, donc on parle du nombre de morts. Je rappelle que François Bayrou est à Mayotte depuis dimanche, accompagné, donc vous l'avez vu, d'Elisabeth Borne, qui est tout sourire. Manuel Valls également. Pas tout sourire, Clémence. Elle rit à gorge déployée, là. Elle est contente, elle regarde tout le monde et tout. Non, mais ça va pas, non. Oui. C'est horrible. On parle du couple infernal ? Oui, allez-y. Bon, alors, c'est un attelage bizarre. L'ancien ministre de l'Intérieur qui jouait les gros bras, qui prônait la fermeté, avait toujours des discours martiaux, et puis on le place à la justice. Alors, effet désastreux. Je dis pas qu'il faille mettre un ectoplasme, mais enfin quelqu'un, un universitaire juridique, éventuellement un ancien magistrat, un ancien avocat, Robert Badinter par exemple. Donc pourquoi pas ? Non, là on met quelqu'un que j'ai eu le privilège également de croiser, un petit politicien ultra ambitieux, assez habile, qui est fait pour être garde des Sceaux comme moi, archevêque. Et puis à côté de ça, on a un ministre de l'Intérieur
une espèce de chouan fanatique là qui nous passe son temps à lancer des discours. Qu'on soit chouan, je trouve ça tout à fait logique. Et il y a le patriotisme vendéen me convient, mais lui, il a basculé dans autre chose. Bon, donc, et il se fait prendre en photo avec des chiens. Des chiens policiers montrant les crocs, etc. Il n'a que des discours de répression, de violence, etc. Première chose qu'il fait sur Mayotte, il dit une chose juste sur le fond, mais c'est pas le moment. Il dit, première solution, stopper l'immigration. Oui, il faut stopper l'immigration. Oui. Bien évidemment. Mais c'est pas le sujet direct. Oui. C'est pas le sujet là pour l'instant. Il faut organiser les secours, faut remettre ce département sur pied parce que c'est un département. Il faut commencer à reconstruire ce qui doit l'être et puis ensuite mettre en place les solutions. Je suis pour que Mayotte revienne à une population normale. En 10 ans, elle a doublé. Hein. Elle est passée de 120 000 à 350. Pas compliqué, les problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça qu'il y a eu le cyclone. Et donc, première chose qu'il fait, il a, voilà, répression. On va réprimer, on va expulser. Non, monsieur, vous êtes ministre de l'Intérieur, ministre de la Sécurité publique, ministre des élections, ministre de l'organisation de ce pays, ministre de la Sécurité civile. Ça vous parle de temps en temps. Ministre aussi des rapports de l'État-nation, de l'État central avec les collectivités locales décentralisées. C'est catastrophique. Ce couple, je suis pas partisan, et vous m'entendez suffisamment souvent, critiquer la magistrature, critiquer la façon dont elle se vit comme un pouvoir supérieur, etc. Mais pour autant, je veux dire, ça relève de la provocation, pure et simple. Oui. Bon, je pense que ça n'ira pas très loin. Hein. Le gouvernement. Parce que l'un comme l'autre, ils nous annoncent qu'il va éradiquer le narco-État et que Darmanin, grâce à son... Ah, on vous a perdu. Régis, on va vous récupérer doucement, j'espère. Cyclone. Oui, c'est ça. Le problème, c'est les moyens matériels. Oui. Ah Régis, vous avez disparu de l'image. On vous entend, mais vous avez disparu. Ah bon? Vous êtes devenu fantôme. Mais voilà. C'est intéressant. Vous êtes réapparu. Bon, alors Alexandre. Juste deux petites anecdotes. Enfin, une précision. Les chouans étaient bretons. Hein. La chouannerie était bretonne et les Vendéens n'étaient pas chouans, du coup. Pour le coup, c'est une petite précision. Étant breton. Mon cher, ma mère est née à Brest, mon cher Alexandre. Donc, je n'ai... Ah, voilà. Voilà, donc voilà. Et en Bretagne, on est tous frères et sœurs parce qu'on n'a qu'un père. Voilà, pour petite anecdote. Quimper, la ville de Bretagne. Oui, on a compris. C'était excellent. Oui, merci. Et la deuxième chose, c'était Darmanin qui est nommé à la justice. C'était une autre petite anecdote, que quand il était ministre de l'Intérieur, n'avait pas hésité à défiler devant l'Assemblée nationale en disant que le problème de la police, c'était la justice. Donc je trouve ça amusant que derrière, il se retrouve garde des Sceaux. Oui, tout à fait. Vous faites bien de le préciser. Alors, on prend un peu plus de large, justement, puisqu'on parle beaucoup de la Bretagne. Et je vous propose de faire le bilan plus général de cette année et puis surtout de se projeter sur cette année prochaine. Comment vous voyez la nouvelle année? Là, on a quelques heures seulement maintenant de passer cette nouvelle année et avec vous. Donc, merci infiniment d'être avec vous. Merci infiniment. D'ailleurs, à tous les auditeurs qui sont avec nous en ce moment, n'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, des cœurs. Vous appelez vos amis. Il faut qu'on soit toujours plus nombreux, surtout pour cette émission exceptionnelle du 31. Et mais je reviens ici avec mes deux chroniqueurs et je voulais savoir ce que vous pensez. 1, de l'année et 2, de l'année qui va arriver. Est-ce que ce sera mieux? Est-ce que ce sera pire? Alors, Régis. Je pense que le monde est à un tournant. Le monde est à un tournant, c'est-à-dire que l'histoire s'est accélérée depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. J'appelle ça comme ça, mais chacun connaît mon opinion là-dessus. Je suis, si on doit me classer, plutôt pro-russe, mais c'est quand même une invasion. Il s'est passé énormément de choses, l'histoire s'est accélérée, le Sud global a pris une importance tout à fait considérable, il y a eu un pivot vers l'Asie, et malheureusement, notre Occident va mal. Et il y a deux pôles importants. Il y a un pôle qui vient d'élire un nouveau président, ce sont les États-Unis, qui se moquent de l'Europe complètement d'ailleurs, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais pas du tout. Il a des idées, il a une politique à mettre en œuvre, il a aussi à donner des réponses à l'électorat qu'il a élu,
Hein, c'est un petit peu le problème de ce populisme de droite, je le qualifie comme ça. Et en revanche, l'Europe, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est-à-dire que l'économie s'effondre. Regardez la situation d'Allemagne. Le couple franco-allemand, qui sont les deux, normalement, moteurs, les deux locomotives, vont très mal. Sur le plan politique, le macronisme est moribond et on ne sait pas comment cette agonie va se terminer. On ne sait pas, ça peut mal se passer. Ça peut très mal se passer parce que on a quelqu'un qui s'accroche, on est endetté, on a une crise économique, il va y avoir des conséquences sociales considérables. Les Allemands sont pas loin d'être dans la même situation, sont pas loin et ils ont une crise politique dont on sait absolument pas ce qu'elle va donner. Et puis il y a plein d'autres pays en Europe, je parle de l'Union européenne, qui commencent à trouver que ça suffit. Je pense à la Slovaquie, je pense à la Hongrie, il y a ce qui vient de se passer en Roumanie. Vous pensez que Madame von der Leyen, dès qu'il y a une élection qui ne lui conviendra pas, elle va pouvoir la faire annuler? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, on est en train de s'enfoncer dans une crise politique, idéologique, morale, économique. On peut s'interroger sur où en serons-nous le 31 décembre 2025. Je parle de l'Union européenne. La France, évidemment, parce qu'il va y avoir des séquences. Qu'est-ce que va faire François Bayrou? Personne ne sait. Combien de temps il va durer, plutôt? C'est ça la question. Oui. On ne sait pas. Il va y avoir des transactions. Il a des marges de manœuvre infiniment étroites. Après, il y a la question de la possibilité de dissoudre à nouveau, début juin. Mais ça ne réglerait rien. Le vrai problème, tout le monde le sait, le vrai problème, c'est qu'il faut liquider le macronisme. Et liquider, ça veut dire il a eu 146 ministres depuis qu'il a été installé par un coup d'État au pouvoir, Emmanuel Macron. C'est quand même extraordinaire. Tout ça, il va falloir purger. Je dis pas qu'il faut envoyer les gens aux îles Kerguelen, c'est pas ça. Encore que à la réflexion, peut-être certains. Mais le problème, c'est qu'il va falloir changer ça, changer la méthode de gouvernance, changer le fonctionnement des institutions. Enfin, alors vous dire comment il faut faire, je ne vais pas me le permettre aujourd'hui, mais le premier chantier, se débarrasser d'Emmanuel Macron et du macronisme. Parce que c'est lui, mais c'est tout le système qui a été mis en place à cette occasion. Mais ce que vous avez rappelé là, Régis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un phénomène qui dépasse la France, en fait. Vous dites liquider le macronisme, mais c'est liquider tout un système en fait qui se répand, qui s'est répandu aux États-Unis, évidemment, le premier, et en Europe. Et on le sent aujourd'hui, ce revirement qui est en train de se vivre, pour le pire et pour le meilleur, comme vous l'avez dit, parce que ça peut aller jusqu'à des tendances assez violentes, populaires, etc. J'ai parlé de l'UE. La Grande-Bretagne va très mal. Elle va très mal. Ils viennent d'avoir un changement et le gouvernement est déjà branlant. C'est une situation économique dramatique. Où est-ce qu'ils vont? Je ne sais pas. Je reviens à la Russie et après je passe la parole à Alexandre. C'est Poutine, je crois, il fait des conférences de presse assez longues. Il parle longuement et il avait dit, je me rappelle, vous me reprochez de ne pas discuter avec l'Europe, mais enfin, écoutez, il suffit d'attendre. Dans 1 an et demi ou 2, tous les gens qui sont à la tête n'y seront plus. Donc on discutera avec cela. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Alexandre Langlois, bilan de l'année 2024 et perspective pour cette année 2025. Le système représentatif dans lequel on vit, donc qui n'est pas une démocratie, je rappelle régulièrement que ce n'est pas du tout la même chose, même s'il y a confusion dans l'esprit des gens, est à bout de souffle. Je veux dire, on a pu voir qu'on nous dit vous avez le droit de voter, donc vous pouvez choisir vos représentants. Au final, quand on vote pour des représentants, ils ne nous représentent pas parce que soit ils font pas le boulot, mais même quand ils veulent faire le boulot, en fait, Emmanuel Macron continue de garder toutes les cartes en main. On dit voilà, l'Assemblée nationale a complètement changé de visage, je vais garder les mêmes visages au gouvernement. Oui. Voire pire, je vais reprendre les anciens visages qui n'ont déjà pas marché comme on est dans la situation actuelle. Donc je veux dire, à partir de là, le système représentatif ne représente plus rien parce que d'ailleurs, comme l'a rappelé Régis, le problème c'est Macron et la Macronie derrière pour la France, en tous les cas. Parce que ça ne bouge pas. Bertolt Brecht parlait de la démocratie. En fait, quand elle arrive à bout de souffle, ça se transforme en fascisme. Le fascisme n'est pas l'inverse de la démocratie, c'est la fin de la démocratie. Et effectivement, toutes les démocraties où le fascisme a pu arriver, c'est quand elles étaient en bout de course, il n'y avait plus grand-chose derrière et les gens n'y croyaient plus. Donc à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a dit « je suis un homme fort », etc. Notre chance à nous, c'est que l'homme fort, si c'est Macron, ça va. C'est que c'est le système qui le pousse derrière. Macron, on peut encore en faire quelque chose. Enfin, en tous les cas, le pousser
pousser pour qu'il s'en aille. Oui, mais Enfin, si on a un Macron bis, à quoi ça sert? Non, mais ça ne sert à rien. Non, mais on est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que je rejoins Régis. Derrière le système représentatif, il faut arrêter. En fait, il ne nous représente plus. Et il y avait un libéral politique, Benjamin Constant, au 19e siècle, qui disait, voilà, un système représentatif peut fonctionner si les citoyens surveillent leurs représentants. Si vous leur laissez les mains libres, ils vont vous dire, vous inquiétez pas, on gère tout. Ils vont piller le pays pour vous. Ils vont surtout vous tondre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, le système représentatif, si on veut rester dedans, il va falloir contrôler les représentants. Pour le moment, ils sont complètement carte blanche. Ils peuvent se droguer, commander plein de trucs, enfin, tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un vrai problème. Et la deuxième chose, et derrière, c'est ce qu'on ne pourrait pas essayer la démocratie. C'est-à-dire qu'en France, l'échelon suprême, déjà, juste ça, c'est la Constitution. Et la Constitution, nos représentants qui ne nous représentent plus peuvent la changer. Juste un petit changement, dire la Constitution ne peut être changée qu'avec un référendum. Et à partir de là, ils ne peuvent plus changer les règles du jeu comme ils veulent et nous refaire le coup qu'ils nous ont fait pour l'Europe en 2005-2008, du coup. Donc ça, c'est ça. La deuxième chose, Régis est déjà revenu dessus, mais toi, Clémence, c'était sur le fait qu'il y a les bonnes démocraties et les mauvaises. Ceux qui gagnent les élections, qui sont pro-Europe et pro-démocrates américains, c'est des bonnes démocraties, on garde le résultat. Et ceux où le résultat n'est pas bon, on garde l'ancien gouvernement qui était pro-Europe, pro-démocratie, qu'ils ont perdu l'élection. Donc ça veut dire qu'en fait, la Géorgie, par exemple, oui. La Géorgie, la Roumanie. La Roumanie, la Moldavie, ils ont voulu essayer de faire de l'ingérence en disant les Russes ont payé des gens pour aller voter. L'Europe a proposé une subvention si jamais c'était le parti pro-européen qui gagnait. Donc dans les deux cas, pour moi, c'est de la corruption. Après, la chose qui va changer effectivement, avant on avait le pôle américain qui était un moteur de cette verrouillage de l'Occident avec le Parti démocrate. Et c'est pour ça que nos amis de l'UE et tous ceux qui sont en poste sont inquiets parce qu'ils n'auront plus la corruption des démocrates qu'achetait tout le monde en Europe parce qu'ils ne sont pas trop chers à acheter. On peut juste repenser à notre ami Macron qui a vendu Alstom, qui a vendu plein de trucs aux Américains et après qui a racheté, mais sans les choses essentielles. Je rappelle que quand même, il y avait les turbines de nos sous-marins nucléaires. Donc, ce n'est pas un petit truc gadget. Donc, tous ces gens qui sont corrompus jusqu'à la moelle. Une petite anecdote, si on est espionné par des espions américains, c'est pas grave. Oui. On a le droit, voilà, parce que c'est des amis avant tout. Ça s'appelle pas de l'ingérence, oui. Voilà. Donc, à savoir que les 3 pays qui font le plus d'ingérence en France, il y en a 3, c'est les États-Unis, la Russie et la Chine. Par contre, il y en a 2, c'est pas bien, l'autre, c'est bien. Du coup, mince, je parle en ingérence espionnage, parce qu'après, il y a l'ingérence aussi d'autres pays comme le Qatar ou d'autres pays comme ça, qui ont une ingérence plus par le biais de la religion. Mais donc, il y a ce côté-là. Donc, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce que j'attends de l'année prochaine, du coup, c'est est-ce que le virage anti-démocratique va se poursuivre? C'est-à-dire qu'on quitte même le petit système représentatif qui est une illusion de démocratie, mais même ça, on le quitte en disant, ben voilà, maintenant, c'est ça le camp du bien, c'est ça le camp du mal, et maintenant, on va trancher avec des ennemis intérieurs dans chaque pays, des ennemis à l'extérieur, on va fabriquer des gens et on va tomber dans le fascisme pur et dur, en fait. Parce que là, on a déjà le premier virage qui a été pris, mais est-ce qu'on, par exemple, l'année prochaine, c'est est-ce que Macron se remet en cause, démissionne, reconvoque des élections, nomme un gouvernement qui ressemble un peu à l'Assemblée nationale, ou alors, comme rien ne marche et que Bayrou va se prendre une claque, il va prendre la porte, est-ce qu'il active l'article 16 pour se donner tous les pouvoirs, en espérant qu'il ait la même chute qu'en Corée du Sud, où le président a fait ça et il s'est retrouvé à la rue. Mais du coup, on ne sait pas comment ça va réagir en France, parce que les gens sont tellement habitués à l'obéissance. Si la police et l'armée restent obéissance à ceux qui donnent les ordres, évidemment, ça va être compliqué. Donc, il y a tous ces petits paramètres. Et là, on est effectivement, comme disait Régis, à une croisée des chemins. Soit on repart vers quelque chose où on redonne de la liberté au peuple, on redonne de la démocratie, soit à l'inverse, ça va durcir. Et pour le moment, ce qui est prévu en Macronie en tous les cas, après le reste du monde, chacun pourra balayer devant sa porte, mais l'hôpital s'écroule, l'éducation nationale s'écroule. Oui. Par contre, il y a le crime organisé n'est pas contrôlé. Ils nous disent qu'ils vont lutter contre le narcotrafic, mais on en a parlé assez ici pour dire qu'à l'Assemblée nationale, au ministère, il n'y a pas de problème. Donc, on lutte contre rien à ce moment-là. Par contre, tous les moyens de répression, ça, ils ont acheté. Ils ont des grenades, ils ont des matraques, ils ont renforcé les corps de CRS, ils ont fait une super CRS mis en place par Darmanin pour intervenir partout. Il y a des projets européens de déplacement, parce que du coup, les CRS, tu n'as pas le droit d'intervenir dans le département pour éviter de tomber contre des gens qui connaissent, donc pour être plus répondant aux ordres. Et il y a un projet européen qui est toujours dans les cartons de déplacer des moyens de répression de pays à l'autre, comme ça, il y aura en plus la barrière de la langue. Ce n'est pas fait. Donc, pour tous ceux qui voient des Eurogenforce dans les missions, dans les manifestations, c'est les gendarmes et les policiers français qui ont des autocollants Eurogenforce parce qu'ils en font partie. Mais n'empêche qu'il y a le projet pour demain. Donc, ce côté où ils ont déjà prévu tout le répressif et avec derrière une crise également. Répressif contre qui?
contre le peuple. Ben voilà, tous ceux qui voudraient un peu plus de liberté, qui voudraient pouvoir reprendre le pouvoir, qui voudraient discuter. Et donc, du coup, c'est là où tout se travaille. C'est pour ça que là, au niveau de, comme on a vu que le système représentatif ne marche plus, parce qu'on peut voter, mais finalement, Macron décide tout seul, ce qui veut dire que derrière, il se dit, la prochaine étape, les gens vont s'énerver. Ils vont se réénerver comme au moment des Gilets jaunes. Et comme l'expliquait Philippe Bas à une conférence d'avocats, Commission d'enquête, oui. Une commission d'enquête, ancien président de la commission d'enquête du Sénat, il avait dit la prochaine fois que les gens vont descendre dans la rue, ce sera les gilets jaunes puissance 10. Et là, ça va plus rigoler. Et là, ils vont tout casser. Si on n'arrive pas à avoir des contre-pouvoirs qui arrivent à alimenter et à faire remonter leur colère pour pouvoir donner des réponses, pas juste les écouter. Déjà, pour le moment, les gens ne sont même pas écoutés, parce que Macron dit « je vais vous écouter », puis il vient faire son discours, il s'écoute parler, puis il repart. Voilà, il est capable d'aller à Mayotte, mépriser les gens en disant « c'est un peu de leur faute, ils ont déjà de la chance d'être en France ». Donc, quand on est aussi arrogant, je veux dire, on n'écoute pas les gens et le niveau empathie est proche de zéro. Donc, sur ça, donc, ils sont prêts sur le système répressif. Et la dernière chose aussi qui va s'ajouter à ça, c'est la crise énergétique. Parce qu'en France, derrière, pour faire des industries, pour faire de l'emploi, pour faire tout ça, déjà, à titre individuel, on a nos factures d'électricité qui sont en train d'exploser. Oui. Voilà. Et derrière, parce que la France a fait des choix calamiteux qui ont été aggravés par les sanctions contre la Russie qui se retournent contre nous. Parce que du coup, on n'a pas entretenu notre parc nucléaire à la hauteur de ce qu'on devait faire, qui nous permettrait d'être indépendants énergétiquement. On y revient quand même. On y revient, mais c'est pas très rapide. À côté de ça, on est en train d'acheter des matières premières à des prix hallucinants, et on a aussi le marché commun de l'énergie européen qui fait qu'on paye des factures astronomiques aujourd'hui, alors qu'on avait fait un choix pour avoir des factures beaucoup plus décentes. Donc à partir de là, il y a tout ça qui va se mélanger. À un moment, ça va faire une cocotte minute. Et la question, c'est est-ce que la Macronie va avoir le pouvoir de maintenir les gens et de les mater, parce que ça va être ça, ou est-ce que la colère populaire va réussir à briser la digue, parce que quand on nous dit Macron, je suis le rempart contre le fascisme et la barbarie, oui, mais du coup, est-ce que ce ne serait pas lui le rempart qui garde la barbarie et le fascisme de son côté face aux gens qui voudraient remettre de la démocratie? Donc voilà, on est je ne sais pas de quel côté la pièce va tomber l'année prochaine, mais elle va forcément tomber. Elle ne peut pas rester en équilibre encore quelques années de plus. La cocotte minute doit exploser de toute façon en 2025, c'est ce que vous dites. Je vois plus comment ça peut terminer après. Ouais. Je voudrais ajouter un petit quelque chose sur le diagnostic que vient de faire Alexandre. C'est qu'il y a une chose qu'on voit mal en France, parce qu'on est devenu tellement auto-centré. Ce n'était pas le cas auparavant. On n'a aucune idée de ce qui se passe dans le reste du monde. L'inculture des journalistes était impressionnante de ce point de vue. C'est qu'il faut aller voir ce qui se passe dans le reste du monde. Je pense à l'Asie en particulier. La Russie, oui, on va mettre l'économie à genoux. L'économie russe va bien, ils ont plein emploi et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils en font. Et donc, comment ils font évoluer leur pays à tout point de vue. Et puis, à la Chine. Alors oui, la Chine, mais ça marche pas si bien. Ils ont une crise économique. Mais ils accélèrent, ils ont 10 ans d'avance. Les aéroports, les métros, les villes, etc. Le développement, ils vont sur la Lune. Non seulement on est en crise grave, mais en plus l'écart avec le reste du monde je veux dire, s'agrandit à une vitesse vertigineuse. Vous regardez sur YouTube, il y en a plein. Vous regardez une vidéo d'une ville de Chine avec des étudiants qui ont leur smartphone et qui vous font un petit YouTube, et vous regardez la même chose en France ou même aux États-Unis. C'est plus contrasté aux États-Unis, mais c'est vertigineux, ils s'en vont. Et quand on dit les Chinois ou les Russes veulent envahir l'Europe, mais les Russes n'ont aucune envie d'envahir l'Europe, ça les intéresse pas. Ils nous méprisent, ils ne nous aiment pas, mais je veux dire, on ne les intéresse plus. Ça, c'est dramatique. Oui, c'est encore pire que de les intéresser, d'être un petit appât qui remue encore un peu. Là, on n'est même pas intéressant, on n'est même pas une bonne proie, c'est ça que vous nous dites. Ah oui, non mais une bonne proie, oui, ou la domination, ah oui, les Finlandais, ils vont nous attaquer, les Danois, les Suédois qui étaient neutres, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui leur a permis d'aider les Allemands. Mais oui, ils vont nous attaquer, mais ils s'en foutent de vous. Oui. Ils sont tournés de l'autre côté. Quant aux Chinois, n'en parlons pas. Taïwan, c'est à nous. La mer de Chine, ça nous intéresse. Le Japon, le premier partenaire économique et commercial du Japon, c'est la Chine, évidemment. Donc, il se passe tout un tas de choses qui font que, je veux dire, comment voulez-vous être intéressé par un pays qui a été un très grand pays? Je parle de la France. Il fascinait les Russes. Moi, j'ai été pas mal en Russie.
en Union soviétique beaucoup, il y avait une admiration sans borne pour la France, Bien pour sûr. la culture française, pour la Révolution, etc., pour l'histoire. Napoléon les fascine. Oui. Les Trois fascine. Mousquetaires les Et en plus- fascinent, ils connaissent tous par cœur, bien sûr. Il y a oui. Et en plus, Napoléon, ils l'ont battu. Alors, c'est vous dire la fierté que ça provoque chez eux. Mais ça, c'est en train de se terminer. Vous êtes devenus ça. C'est Macron aujourd'hui. Vous avez eu De Gaulle, vous avez Macron. Bon, débrouillez-vous, vous ne nous intéressez plus. Oui. Régis, si on reste sur le point de vue national, pour reprendre les mots d'Alexandre Langlois, la cocotte minute, vous pensez qu'elle va vraiment exploser là, dans cette année 2025 qui s'ouvre? Alors, je suis des discussions familiales avec des amis, j'écris des articles, et j'ai tendance à être un petit peu sévère, en disant mais non, on est devenu, De Gaulle avait raison, on est devenu des veaux. Quand je dis ça, j'y crois pas vraiment parce que bon, j'ai un patriotisme assez puissant, mais et puis c'est aussi peut-être parce que j'avance en âge et que j'ai tellement envie que le peuple français nous fasse gilets jaunes en 10 fois plus important. J'en rêve. Quand il y a eu les gilets jaunes, j'ai été enthousiaste. Quand je vois la répression qu'ils ont prise, et donc oui. Alors, je vais pas vous dire, je peux pas répondre à la question. Est-ce que vous pensez que ça va se passer? Je vais répondre à la question. Est-ce que vous espérez que ça se passe? Je réponds oui. À cette question-là, je réponds oui. D'accord. C'était sur la question de la J'aimerais bien qu'il y ait un soulèvement. Je vois difficilement comment on peut changer ce qui doit l'être autrement que par un soulèvement. C'est pas une révolution française. Non, mais il y a une dimension révolutionnaire dans ce qu'il faut changer. En fait, moi, il y a quand même un truc que je ne comprends pas, c'est on sent, je pense, ce climat de révolte, de ras-le-bol. J'ai encore rencontré pendant les vacances beaucoup de gens qui nous écoutent et qui en ont vraiment ras-le-bol, qui sont des gens qui travaillent de partout, de la montagne, du ski, de la province, de la campagne. Et d'un autre côté, on a une espèce de justement d'ébullition comme ça dont vous parlez, Alexandre Langlois. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a un couvercle qui s'appelle Bayrou. Le contraste est tellement énorme entre le bouillonnement et le couvercle Bayrou, quoi. On peut pas avoir plus mou, plus neutre, plus insignifiant. Et puis plus corrompu. Oui. Pas tellement au plan de l'argent, mais corrodé. Il est complètement corrodé. C'est une vieille carne du monde d'avant. C'est humiliant pour le peuple français. C'est ça. Et plus il est en colère, plus on lui met une marmite insignifiante qui n'a rien à voir avec ce qu'il tente d'exprimer. En fait, c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable quand même ce qu'on est en train de vivre. Et on dit aux journalistes que Madame Macron a dit que les Français ne méritaient pas son mari. Non, mais on rêve. Non, on ne mérite pas son mari. Les Égyptiens ne méritaient pas les diplômes d'Égypte. C'est ça. Oui, exactement. Non, mais bon. Alors, en tout cas, oui. Alors, Alexandre, on peut inverser. Alexandre, vous souhaitez aussi cette explosion de la cocotte minute pour tourner la question? Le retour de la question, oui, je la souhaite parce que je vois que ça comme solution. En fait, les institutions sont verrouillées. Tellement on l'a vu, on peut voter ce qu'on veut, ils font ce qu'ils décident derrière. Macron dit écoutez, faites ce que vous voulez, il a même refait en Nouvelle-Calédonie, je repense à ça, il a dit bon voilà, j'ai décidé du plan pour la Nouvelle-Calédonie, je vais venir demain discuter avec vous de mon plan que vous allez accepter. Du coup, il n'y a plus de discussion, je veux dire, il décide tout seul, fin de l'histoire. Donc la question c'est est-ce que le peuple français accepte et finalement la soumission, il finit de verrouiller le système pour avoir un système fasciste verrouillé jusqu'au bout, ou alors est-ce qu'on prend conscience ou pas? C'est juste que ces années après, pour moi, ce sera trop tard. Je veux dire, après, il aura eu le temps de tout verrouiller, de purger les services de police des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. En ce moment, c'est ce qu'il fait de tous les gens qui sont syndiqués à Vigie. Il est en train de les purger de la police en leur mettant dans des placards, etc. Donc voilà, il y a d'autres personnes qui avaient des discours dissonants dans la police. Bruno Attal, sur certains points, on se rejoint, sur d'autres, on n'est pas d'accord, mais n'empêche que lui aussi, pareil, au placard, parce qu'il osait critiquer le pouvoir macronien. Donc il y a tous les gens qui osent dire ce qu'ils pensent et que ça ne va pas dans la police. Et pour moi, il y a une purge interne. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc à partir de là, il est en train de purger tous les trucs. Et quand tout sera purgé et qu'il n'y aura que des bons petits soldats et à la tête des gens qui sont capables de fouetter ces petits soldats pour aller dans le bon sens, voilà, pas dans le bon sens, le sien, qu'on se comprenne. Et c'est pour ça qu'ils nous ont mis un ectoplasme comme Bayrou, Premier ministre, mais derrière, on a un duo de choc pour la répression du peuple. On a la justice Darmanin et de l'autre côté, Retailleau, qui seront capables de fracasser les gens pour différentes raisons et qui n'hésiteront pas à le faire.
Donc voilà. Donc à côté de ça, donc voilà, ils ont été rechercher Valls, qui, si je rappelle que c'est Valls qui a fait le nouveau code de la police, le nouveau code de déontologie de la police nationale, qui reprend des dispositions du code de la fonction publique de Vichy. Donc je veux dire, déjà, les virages sont là. Vous croyez que Donc, c'est ça, au moins, la cohérence? Parce on a du mal à comprendre quel est le message qui est passé dans ce nouveau gouvernement. On ne comprend pas la cohérence, la logique qu'il y a entre eux. Vous croyez que c'est ça, la logique? En fait, c'est une logique de répression? C'est une logique des gens qui sont prêts à tout pour garder leur poste et pour ça qu'ils sont prêts à se salir les mains pour le garder. Moi, je vois que ça comme logique. Puis des gens qui sont là par hasard, qui je le vois moins faire de la répression. Elisabeth Borne, je la vois moins dans la répression, Bayrou aussi, mais qui vont laisser faire. Et comme disait Hannah Arendt, des fois, le plus grand mal, c'est pas ceux qui font, c'est tous ceux qui regardent et qui laissent faire. Bien sûr, la banalité. Donc voilà, du mal. en fait, il a choisi quelques vipères pour bien mordre et attaquer, et puis à côté, que des gens qui vont regarder les trains passer et qui vont faire ah oui, on a fait ce qu'on a pu, surtout rien de préférence, et on a conservé notre poste. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est une année charnière de savoir de quel côté ça va aller. Soit on se soumet définitivement et on est dans un régime fasciste pur et dur, et là ce sera très long d'en sortir, soit on arrive à se révolter et à changer les choses. Et ce ne sera pas en allant voter parce que le système est tellement vérolé et verrouillé que voilà. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse attendre l'élection présidentielle de 2027, parce que le seul faille du système, c'est l'élection présidentielle, qui verrouille à chaque élection de plus en plus, parce qu'ils savent qu'une personne seule peut faire sauter le système, et si elle n'est pas en accord avec tous les gens qu'on mis en place. Voilà, donc voilà, année charnière, et voilà, donc relisez La Boétie, La servitude volontaire, tout ça, c'est des petits livres, j'encourage les gens pour se donner des idées. Il nous reste quelques heures avant de passer cette nouvelle année. C'est la conclusion d'Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. La cocotte minute peut exploser. C'est en tout cas leur souhait, on l'a compris, pour l'année 2025.